On a la chance là donc on va avoir l'intervention de Cécile. Françoise nous a parlé épidémiologie, ça tombe bien. Mais ce que je vous disais, c'est que historiquement, donc en fin d'année 2022, Pascal m'a dit, les données coquelicots arrivent, il faut solliciter Marie, on la sollicite, elle nous dit rapidement oui. Et elle nous dit tout de suite, écoutez, les données sur l'hépatite C, elles ne seront peut-être pas disponibles, mais on s'adaptera. Et il y a quelques semaines, c'est ce qui nous est arrivé. Elle nous a dit, ah non, à quelques jours près, on n'est pas bon, on n'a pas les données. Ce que je vous propose, c'est une intervention à deux avec Cécile Brouard de Santé publique France. Et donc nous, on était ravis. Moi, la dernière fois que j'ai sollicité Cécile, il y a quelques mois, c'était pour avoir justement des informations pour les taux de couverture vaccinaux concernant le rattrapage dans l'hépatite B pour les adolescents. Donc Françoise en a parlé et donc Cécile m'a dit c'est l'adresse qui s'en occupe. Il y a un peu de retard et effectivement on était censé avoir des données pour 2023, mais on va patienter. Mais rappelez qu'on en a besoin pour travailler efficacement. Donc Cécile, merci pour votre intervention. Vous êtes à distance, mais merci pour votre disponibilité. Bonjour, alors est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez correctement mon écran que j'ai essayé de partager? On ne voit pas le partage d'écran encore. Ah, Mais alors, comme on l'avait prévu, s'il y a un problème technique, je vous... Maintenant, est-ce ouais, que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de notre côté? On va gérer. Et s'il faut passer les très bien, diapositives aussi, on va gérer. très bien. Eh ben, bonjour à tous et puis merci, merci à SOS Hépatite pour cette invitation un petit peu effectivement de dernière minute. Donc moi, je suis très contente de pouvoir vous présenter les dernières données épidémiologiques produites par Santé publique France et les travaux en cours. Donc au nom de l'équipe hépatite là, qui est listée sur cette diapositive dans l'unité VIH, hépatite et IST dirigée par Florence Lotte. Alors, oui, c'est bien moi qui ai la main sur les diapos. Donc, je vais vous présenter, mais très rapidement, comment s'organise le système de surveillance des hépatites. Et puis, je vous présenterai des indicateurs de couverture vaccinale, dépistage diagnostic, prise en charge et morbidité, quelques points clés, et puis nos perspectives en termes de programme de travail. Alors, la surveillance des hépatites B et C à Santé publique France, c'est vraiment, elle repose sur des sources multiples. Donc, elle repose à la fois sur des surveillances pérennes. Donc là, je ne vais pas tout vous lister, mais à titre d'exemple, on a la déclaration obligatoire de l'hépatite B aiguë, la surveillance épidémiologique des donneurs de sang, la surveillance sur Cégide, qui est en fait une surveillance qui a été mise en place par Santé publique France et qui recueille des données individuelles des consultants des Cégides, les registres des cancers, les certificats de santé du 24e mois qui permettent d'estimer la couverture vaccinale chez les nourrissons. Cette surveillance, elle repose aussi beaucoup sur des enquêtes, donc que ce soit des enquêtes auprès de laboratoires comme les enquêtes LaboWeb, des enquêtes en population générale pour estimer la prévalence en métropole, à Mayotte, un projet d'enquête en Guyane intérieure dont je vous parlerai, et puis des enquêtes en milieu spécifique, notamment auprès des usagers de drogue. Donc Marie vous parlera de la dernière édition de Coquelicot juste après mon intervention, et puis des enquêtes auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. À côté de ça, on exploite aussi beaucoup depuis quelques années les bases médico-administratives. Donc, c'est ce qu'on appelle le SNDS, le Système national des données de santé, ce qui nous permet d'avoir des indicateurs de dépistage, de couverture vaccinale, de prise en charge. Et puis, on peut aussi avoir recours à des méthodes de modélisation. Alors, sur la couverture vaccinale anti-VHB, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, effectivement, l'obligation vaccinale mise en place pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 a eu un impact important sur la couverture vaccinale contre l'hépatite B. Donc là, ce sont des données du SNDS et donc vous voyez que la couverture vaccinale est passée de 84% en 2017 pour les enfants nés en 2017 à 91% pour les enfants nés en 2021. Alors, le SNDS, c'est une source de données réactive, mais qui sous-estime la couverture vaccinale, puisque, en fait, les enfants qui sont vaccinés dans des PMI avec des vaccins qui sont fournis gratuitement par les conseils départementaux ne peuvent pas être repérés dans le SNDS. Donc, on sait que c'est une source qui sous-estime. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, pour les enfants nés en 2018, le SNDS fournit une estimation de 90,3% de couverture vaccinale.
Alors que pour la même année, à partir des certificats de santé du 24e mois, on a une estimation de 95,2 donc pour ces enfants nés en 2018. Donc en 2018, on était déjà vraisemblablement dans les clous par rapport aux objectifs de l'OMS. Alors par contre, ce qu'on peut voir, et là c'est toujours les données du SNDS, c'est qu'il y a une hétérogénéité départementale importante. Et en 2021, on avait encore près de 15 départements qui avaient une couverture vaccinale très inférieure à 90%, et notamment dans les Drômes, notamment en Île-de-France et dans le Sud-Est. Alors, on a parlé de la couverture vaccinale chez les adolescents scolarisés en classe de troisième. Et je vous ai remis un petit peu cette courbe assez historique, donc, qui montre qu'au moment des campagnes de vaccination en milieu scolaire, dans la fin des années 90, on avait atteint presque 90% de couverture vaccinale. Et puis, petit à petit, cette couverture vaccinale a chuté et elle stagne autour de 45% depuis bientôt 15 ans. Alors, ce qu'on peut néanmoins espérer, c'est que progressivement, la génération qui avait en fait bénéficié du vaccin hexavalent à partir de 2008, donc ce vaccin avait été remboursé à partir de 2008 et avait permis, donc là c'est un graphique qui montre la couverture vaccinale 24 mois, donc 3 doses, qui avait permis d'augmenter considérablement la couverture vaccinale chez les nourrissons. Donc finalement, ce qu'on peut voir là, c'est que en fait, les enfants qui ont été vaccinés à partir de 2008 vont progressivement atteindre, d'ici un an ou deux, la génération des 14-15 ans. Donc, ça devrait s'améliorer pour les adolescents de cette classe d'âge-là. Alors, on a parlé tout à l'heure effectivement des campagnes de vaccination qui sont mises en place actuellement contre le HPV dans les collèges. Moi, j'avais envie juste de remontrer ça et de remontrer un peu l'impact qu'avait eu les campagnes de vaccination dans la fin des années 90. Donc là, c'est un graphique qui illustre la répartition par classe d'âge des cas d'hépatite B aiguë qui ont fait l'objet d'une déclaration obligatoire par période de 4 ans. Ce que j'ai représenté en hachuré, c'est les générations qui ont été ciblées par les campagnes de vaccination à la fin des années 90. Et en pointillé, c'est des générations qui ont pu être aussi partiellement vaccinées, notamment parce que c'était des populations qui étaient des jeunes adultes. Et on sait que les campagnes de vaccination n'ont pas ciblé uniquement les adolescents. Donc, sur la période 2003-2006, on voit que c'est la génération des 10-19 ans et des 20-29 ans qui avait été ciblée par ces campagnes de vaccination. Et ce qui illustre assez bien ce graphique, c'est que finalement, les proportions de cas déclarés sont plus faibles dans toutes ces générations qui sont représentées là en hachuré, qui ont été ciblées par les campagnes de vaccination. Donc actuellement, sur la période la plus récente d'analyse des données, là, de 2019 à 2022, ce sont les générations âgées de 30 à 49 ans qui ont pu bénéficier de ces campagnes, et on voit effectivement que leur proportion est quand même nettement plus faible qu'au cours des années précédentes. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, la classe d'âge la plus représentée parmi les cas d'hépatite B aiguë déclarés, ce sont les 20-29 ans. Je voulais juste faire un petit focus sur les 0-9 ans et pour dire que leur proportion a quand même bien diminué depuis que la DO a été mise en place. Et ça, c'est grâce à l'augmentation de la couverture vaccinale chez les 0-9 ans. Par contre, ce qui est quand même assez préoccupant, c'est que pour les 10-19 ans, on ne voit pas vraiment d'amélioration. Effectivement, cette classe d'âge-là a probablement une couverture vaccinale assez faible. On est allé regarder les données d'un petit peu plus près pour la période 2011-2022, et il s'avère que donc c'est principalement en fait des jeunes femmes qui sont âgées de 15 à 19 ans, avec finalement une forte représentation de femmes nées en France, et pour la plupart d'entre elles, c'est une exposition sexuelle qui est suspectée. Donc c'est vraiment des cas qui auraient vraiment pu être évités grâce à la vaccination. Je vous ai remis ici quelques données sur la couverture vaccinale en population spécifique, alors notamment des données chez les HSH, chez les personnes nées en Afrique subsaharienne, les usagers de drogue. Ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la population, on a des couvertures vaccinales qui sont de l'ordre de 50-60%, donc des couvertures vaccinales qui restent vraiment insuffisantes dans ces populations.
Alors, on aura prochainement des actualisations de la couverture vaccinale déclarée chez les HSH à partir de l'enquête ERAS. Donc, c'est une enquête, c'est l'enquête rapport au sexe. Donc, on aura des données sur 2023. Et puis, comme Marie vous dira juste après moi, on aura prochainement aussi des données sur la couverture déclarée chez les usagers de drogue à partir de la dernière édition de Coquelicot. Je passe au dépistage et au diagnostic. Alors, les résultats de la dernière enquête LabWeb, qui est une enquête qui est réalisée auprès de l'ensemble des laboratoires de France, a permis d'estimer à 5,4 millions le nombre de tests antigènes HBS réalisés en France et à 5,1 millions le nombre de tests anticorps anti-VHC réalisés en France. Donc, l'avantage de ces enquêtes LabWeb, c'est qu'elles permettent d'estimer l'ensemble des tests réalisés en France. Contrairement donc aux données de remboursement là, du système national des données de santé, qui est un système réactif, mais qui n'inclut que les tests remboursés et donc qui n'inclut pas l'activité de dépistage en Cégide, qui n'inclut pas non plus tout ce qui est réalisé lors d'une hospitalisation dans un établissement public. Là, je vous présente des données semestrielles de 2014 jusqu'à la fin, jusqu'à juin 2023. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation régulière du nombre de personnes testées pour l'antigène HBS et les anticorps anti-VHC, donc à l'exception du premier semestre 2020 qui correspond au premier confinement lié au Covid-19. Mais on voit que l'activité de dépistage a rapidement retrouvé son niveau pré-pandémique dès le premier semestre 2021. Ce graphique illustre aussi, c'est l'augmentation très très importante du nombre de personnes testées pour les anticorps anti-VHD. Donc on a une augmentation sur cette période de plus 160%, avec une augmentation nettement plus importante à partir de la fin de l'année 2020 et début 2021, ce qui correspond à l'AMM du bulévirtine. Alors, ce que je vous présente sur ce graphique, ce sont des données sur les remboursements de PCR. Donc, quelques éléments sur l'interprétation, puisque c'est effectivement des tests qui peuvent être réalisés dans différents contextes, dans un contexte de dépistage, dans un contexte de diagnostic, de bilan ou de suivi de traitement, ou même peut-être en post-traitement, notamment pour l'hépatite C. Donc, il peut s'agir de personnes virémiques comme de personnes qui ne sont pas virémiques. Ce qu'on voit pour l'hépatite B, c'est que le nombre de personnes testées pour l'ADN VHB suit vraiment l'augmentation qu'on retrouve pour l'antigène HBS. Pour l'ARN VHC, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution, notamment à partir de 2017, et donc ça va être probablement en lien avec les AAD. Et pour ce qui est de l'ARN VHD, on a une augmentation qui est très importante, un peu à l'instar de ce qu'on a vu précédemment pour les anticorps anti-VHD. Alors, les personnes qui sont testées pour les anticorps anti-VHC, ça Françoise vous l'a dit tout à l'heure, et ce graphique l'illustre bien, ce sont majoritairement des femmes, 62%, et les 2/3 d'entre elles sont âgées de 20 à 39 ans, donc en âge de procréer, ce qui suggère que le dépistage prénatal est certainement assez fréquemment réalisé. Par contre, les personnes qui sont testées pour l'ARN VHC, donc qui sont a priori positives pour les anticorps VHC, sont majoritairement des hommes, et on voit qu'on a un profil en termes d'âge, des âges beaucoup plus élevés, et notamment, comme vous le voyez, chez les femmes, avec une proportion de plus de 40% de femmes âgées de plus de 60 ans. On a un petit peu vraiment le même schéma pour l'antigène HBS, avec un profil en termes de sexe et d'âge totalement superposable à celui des anticorps anti-VHC. Mais là, encore une fois, les personnes testées pour l'ADN VHB ou les anticorps anti-VHD ont un profil différent, avec une majorité d'hommes et des âges plus élevés. Alors, les données du SNDS mettent en évidence un nombre de personnes testées rapportées à la population de 60 environ pour 1000 habitants, que ce soit pour l'antigène HBS ou les anticorps anti-VHC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un minimum puisque le SNDS n'inclut pas tous les tests. Ça, ce sont des données pour 2022, et donc finalement, ça veut dire que en 2022, il y a 6% de la population générale qui a été testée.
Alors, il y a des zones, effectivement, qui sont d'ailleurs assez communes pour les deux virus, où les taux de dépistage sont plus élevés. Et c'est en premier lieu les départements et les régions d'outre-mer, c'est l'Île-de-France et c'est la région PACA essentiellement. Là, ce sont cette fois des données issues de la dernière enquête LabWeb qui montrent le taux de personnes diagnostiquées positives dans les laboratoires pour l'antigène HBs rapporté à la population. Donc, on a un taux qui est estimé à 55 pour 100 000 habitants. Vous avez ici le taux par département. C'est à Mayotte que ce taux est le plus important. Effectivement, comme Françoise l'a dit, on a pu estimer grâce à une enquête en population générale mahoraise il y a quelques années que la prévalence était de 3% dans cette population, la Guyane, l'Île-de-France et on retrouve aussi la région PACA. Alors, comme Véronique Loustorati l'a dit tout à l'heure, effectivement, le dépistage des anticorps anti-VHD, il n'est pas suffisamment réalisé. Donc, dans le SNDS, pour la même année, en 2021, le taux de personnes testées est de 37 pour 100 000 habitants. Donc, on pourrait s'attendre et on aimerait que ce taux soit supérieur au taux de 55 pour 100 000 habitants, qui est le taux de personnes nouvellement diagnostiquées pour l'antigène HBs, mais vous voyez qu'il est quasiment 2 fois plus faible. Alors, on a une assez bonne concordance au niveau géographique entre les départements pour lesquels le taux de positif pour l'antigène HBs est le plus élevé et le taux de dépistage des anticorps anti-VHD, mais on a quand même des zones où il y a des écarts très importants. Donc, c'est les petits cercles que j'ai entourés, et notamment pour la Guyane et pour Mayotte. Cette carte est également issue donc des données de LabWeb. Elle représente le taux de personnes nouvellement diagnostiquées positives pour les anticorps anti-VHC. Donc, on a un taux de 55 pour 100 000 habitants. Et là aussi, donc, on a des régions avec des taux de personnes diagnostiquées positives plus élevés, que sont, donc, il y a la Guyane, il y a les départements du Sud-Est et puis les départements franciliens. On passe maintenant à l'activité de dépistage donc dans les Cégides. Ce que je vous représente sur cette diapositive, c'est des données issues des rapports d'activité des Cégides. Donc, ce sont des données agrégées qui sont transmises par les Cégides à la DGS, qui nous les transmet. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a depuis 2016 une activité de dépistage pour les deux virus qui est autour de 200 000 tests par an, avec davantage d'hommes qui sont testés que de femmes. Et ça, c'est la population, c'est le profil des consultants des Cégides. Pardon. Sur cette diapositive, là, ce sont des données de la surveillance qui est réalisée par Santé publique France auprès des Cégides. Donc là, il s'agit cette fois d'un recueil de données individuelles des consultants. Donc, ce sont des données 2022. On a plus des 3/4 des Cégides qui ont participé cette année-là. Donc, ces graphiques représentent, alors les barres représentent le nombre de consultants testés pour l'antigène HBs et pour les anticorps anti-VHC, et les petits losanges, donc c'est le taux de positivité, donc par sexe et par classe d'âge. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un taux de positivité en Cégide cette année-là qui est de 1,1, donc qui est nettement plus élevé que ce qu'on peut observer à partir de l'enquête LabWeb, puisqu'on avait un taux de positivité de 0,69%. Par contre, pour les anticorps anti-VHC, on a un taux de positivité plus faible de 0,68 qui est équivalent à ce qu'on peut retrouver dans les enquêtes LabWeb, donc parmi la population générale qui est testée dans les laboratoires. Donc, on a un profil de personnes testées qui correspond à la population des consultants. Donc, on a majoritairement pour les hommes et les femmes des personnes âgées de 20 à 29 ans, et on a des taux de positivité qui sont quand même plus élevés dans les classes d'âge supérieures et plus élevés chez les hommes et les personnes trans que chez les femmes. Toujours le même type de graphique, mais cette fois selon le lieu de naissance et selon l'orientation sexuelle déclarée. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a, sans surprise, chez les personnes nées à l'étranger, un taux de positivité 20 fois plus élevé que chez les personnes qui sont nées en France. Un taux de positivité qui atteint 8% chez les personnes nées en Afrique subsaharienne, et on voit que ce taux est plus élevé, quelle que soit l'orientation sexuelle. C'est aussi le cas pour le VHC, mais la différence est beaucoup plus faible, puisqu'on a un taux de positivité 4 fois supérieur chez les personnes nées à l'étranger par rapport aux personnes nées en France.
Alors, les personnes qui sont nées à l'étranger, elles représentent 25% des personnes testées pour les hépatites en Cégide et presque 90% des personnes positives pour l'antigène HBs et 27% des personnes positives pour les anticorps anti-VHC. Une diapositive sur le dépistage par TROD VHC et VHB qui est fait en milieu communautaire, donc en 2022 dans le cadre de l'appel à projet de la DGS. Donc en 2022, 68 associations ont adressé leur rapport d'activité et donc c'est 21 000 tests, 21 000 TROD VHB qui ont été réalisés cette année-là et 29 000 pour le VHC. Dans 60% des cas, ce sont chez des personnes qui déclaraient n'avoir jamais été dépistées. On a un taux de positivité de 1,9% pour l'antigène HBs et 0,7% pour les anticorps anti-VHC. Et on voit que la majorité des personnes testées positives méconnaissaient donc leur positivité, donc ce sont des nouveaux diagnostics. Quelques éléments de prise en charge. Alors, je vous remontre ce graphique que Véronique Lustorati vous a montré tout à l'heure. J'aurais aimé vous présenter les données 2022, mais je n'ai pas pu les avoir. Donc, ce qu'on voyait effectivement sur ce graphique, c'est une montée en charge des initiations d'AAD, puis une diminution depuis 2017. Alors, dans le cadre de l'objectif d'élimination, il y avait une cible qui avait été fixée à 120 000 patients traités. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2021, seuls 81% de cet objectif avait été atteint. Et vu l'évolution de la courbe, je pense qu'en 2022, voilà, on n'a toujours pas atteint cet objectif. Ça, ce sont les mêmes données, mais cette fois par trimestre. Et j'ai représenté en rouge les principales mesures d'accès aux AAD. Donc, cette montée en charge jusqu'en mi-2017, elle a été relativement régulière. On a eu des augmentations au moment des mesures d'accès au traitement, mais aussi au moment de la disponibilité des nouvelles stratégies thérapeutiques. Et ce qu'on voit, c'est que depuis mi-2017, malgré différentes mesures pour faciliter l'accès aux AAD, que ce soit l'accès universel, la délivrance en officine ou encore la possibilité de prescription par tous les médecins dans le cadre du parcours simplifié à partir de 2019, les initiations n'ont fait que chuter. Alors, les personnes ayant initié un traitement par AAD sur la période 2014-2021, donc ce sont majoritairement des hommes, plus de 60%. Pour les hommes, ce sont surtout des hommes de 50-59 ans et pour les femmes, surtout des femmes de plus de 60 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre le début de la période et la fin de la période, les proportions de ces deux classes d'âge ont diminué au profit des autres classes d'âge. Ça, c'est le taux de personnes ayant initié un traitement rapporté à la population. Et donc, on retrouve un peu la même carte que pour les personnes nouvellement diagnostiquées positives, avec des taux d'initiation qui sont plus élevés en Île-de-France et dans les régions du Sud. Alors, concernant la prescription des AAD, on voit que finalement, en 2021, les AAD sont encore essentiellement prescrits par des médecins exerçant dans un établissement public de santé, 72%, et que seuls 5% étaient prescrits par des médecins généralistes. En revanche, près de 90% étaient délivrés en officine. Je vous montre rapidement donc, des données sur les infections de longue durée. Donc, le premier graphique représente les admissions au cours de l'année. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour l'hépatite C, c'est la courbe en orange. On a vraiment une courbe qui suit les initiations d'AAD avec une augmentation jusqu'en 2017, puis ça s'effondre. Et puis, pour l'hépatite B, on a une tendance quand même à l'augmentation au cours de la période. Le graphique en bas à droite montre ici l'évolution de l'ensemble des bénéficiaires une année donnée, qu'il s'agisse de nouvelles admissions ou non. Et donc, on a une tendance à la diminution pour l'hépatite C, mais une augmentation pour l'hépatite B. Enfin, dernier indicateur que je vous présente et qui est issu de travaux de différentes institutions, dont Santé publique France, c'est l'incidence du cancer du foie 1990 à 2023. Donc, ce sont des estimations qui sont réalisées à partir des données des registres des cancers. Donc là, je vous parle de cancer du foie, quelle que soit l'étiologie. Je ne vous parle pas uniquement des cancers du foie liés aux hépatites.
Et donc, des projections ont été faites sur la période récente 2018-2023. Et en 2023, on estime le nombre de nouveaux cas à 11 600. Donc, c'est principalement des cas chez les hommes, 8 900 cas, 2 800 pour les femmes. En termes d'évolution depuis les années 90, ce qu'on voit, c'est que chez les hommes, depuis 2010, oui, on a une stabilisation du taux d'incidence du cancer du foie. Et quand on regarde par classe d'âge, on a une diminution de ce taux d'incidence chez les moins de 60 ans. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Par contre, pour les femmes, ce taux d'incidence continue à augmenter de façon un petit peu plus faible sur la période la plus récente, mais il continue à augmenter. Et par classe d'âge, il continue à augmenter, sauf chez les 40-49 ans. Alors, donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la couverture vaccinale anti-VHB, elle poursuit sa progression chez les nourrissons, notamment grâce à l'obligation vaccinale, mais qu'elle reste très insuffisante chez les adolescents, les jeunes adultes et les populations qui sont exposées. L'activité de dépistage, elle est élevée, elle est toujours en augmentation, avec notamment une hausse marquée pour les anticorps anti-VHD depuis 2020. Mais ce dépistage reste insuffisant, à un niveau insuffisant par rapport aux personnes qui sont positives pour l'antigène HBs. On retrouve des divergences, comme je vous l'ai montré, entre le profil démographique des personnes testées et des personnes positives, que ce soit en population générale ou en Cégide. Donc, ça pose la question du ciblage du dépistage. Près de 97 000 initiations d'AAD, mais des initiations qui diminuent malgré les mesures pour faciliter leur accès, ce qui suggère une diminution du pool de personnes à traiter. Pour ce qui est du nombre de personnes prises en charge, il est plutôt en diminution pour l'hépatite C, donc c'est l'effet des AAD, puis le vieillissement aussi et la mortalité de cette population. Par contre, il est en augmentation pour l'hépatite B chronique. Enfin, le taux d'incidence des cancers du foie est stable chez les hommes depuis 2010 et même en diminution chez les moins de 60 ans. Ce taux est plus faible chez les femmes, mais il est toujours en augmentation. En termes de perspectives pour l'équipe hépatite pour les prochaines années, donc on va effectivement beaucoup contribué aux analyses qui sont faites des données de l'enquête Coquelicot 2022-2023 auprès des usagers de drogue, donc afin de produire de nouvelles estimations de prévalence des hépatites B et C, la cascade de soins VHC, l'incidence VHC et la couverture vaccinale VHB. L'analyse également des données de l'enquête rapport au sexe, donc ce qui nous permettra d'avoir des indicateurs plus récents de dépistage et de couverture vaccinale déclarée chez les HSH. Le renouvellement de l'enquête barotest en 2026, de façon à pouvoir disposer de nouvelles estimations de prévalence et de non diagnostiqués en population générale de France hexagonale. Il y a un projet d'enquête santé en Guyane intérieure en 2025 qui devrait inclure les hépatites B, C et Delta. Enfin, comme vous l'a dit Françoise, on milite auprès de la DGS qui a la main là-dessus pour que, alors c'est plus le NDB, maintenant ça s'appelle LabOISI. Donc ce sont des extractions automatisées de données des laboratoires puissent être mis en place pour qu'on puisse arrêter ces enquêtes labo-web qui sont extrêmement chronophages pour les laboratoires comme pour nos équipes. Mais pour l'instant, on n'a pas effectivement de calendrier très précis et les hépatites ne figurent pas en haut de la liste des pathologies à inclure. Enfin, concernant le SNDS, eh bien, on va continuer nos travaux et en attendant d'avoir des données de labo-ISI, on travaille actuellement sur des algorithmes pour identifier les nouveaux diagnostics d'hépatite B et C et on va actualiser donc les données sur les estimations de nombre de personnes prises en charge pour une hépatite C chronique. On avait développé tout un algorithme il y a quelques années, donc on va retravailler sur le sujet et travailler sur un algorithme pour estimer le nombre de personnes prises en charge pour une hépatite B chronique, puisque les ALD sont quand même un indicateur, enfin c'est un proxy, mais qui n'est pas satisfaisant. Donc bien sûr, on a conscience qu'il y a beaucoup d'autres besoins qui ne sont pas couverts et pour l'instant qu'on n'a pas réussi à couvrir. Des données de dépistage de prévalence parmi les populations migrantes carcérales, des données sur les Antilles et la Réunion, comme cela a été dit.
Je vous ai remis, parce que je mettrai à disposition la présentation, les derniers BEH qui ont été produits sur le sujet. Et puis, je vous invite à consulter le site de Santé publique France sur lequel on met régulièrement des données à disposition, ainsi que sur le site Géode de Santé publique France où vous pouvez récupérer des tableaux de données, vous pouvez faire des cartes, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc je remercie toutes les personnes là, qui contribuent à produire ces données et je vous remercie de votre attention. Merci Cécile. Je vous propose de laisser tout de suite la parole à Marie et surtout préparez vos questions, gardez-les au chaud et on les abordera tout à l'heure. Et au niveau du timing, on n'est pas bon, mais on va. Merci à toutes et à tous pour votre compréhension. Marie, je vous ai vu tout à l'heure. Bonjour. Marie, Pascal, bonjour. Il me propose il aimerait bien partager un scoop tout de suite. Je lui donne le micro et je vous laisse parler à deux. Oui, je voulais juste annoncer le scoop qu'on avait pu partager ensemble. On avait imaginé pouvoir présenter aujourd'hui les données de Coquelicot qui ne seront pas donc encore disponibles malheureusement. Donc on va avoir simplement des données sur la méthodologie. Simplement, le scoop que je voulais annoncer à tout le monde aujourd'hui, c'est que Marie a eu la gentillesse de nous dire que quand les données seraient disponibles, elle les mettrait à disposition. Et l'idée qu'on a eue ensemble, c'est de les rendre disponibles via un webinaire qui serait organisé par SOS Hépatite. Donc on était très fiers que les données de Coquelicot, on pourra les donner en webinaire via le canal de SOS Hépatite. Donc on va travailler, comme Célie ne savait pas encore quoi faire, à organiser ce webinaire, à le faire savoir dans vos réseaux pour faire circuler les nouvelles données de Coquelicot dès qu'elles seront disponibles. Voilà, merci. Merci Marie, la parole est à vous. Alors, par contre, je ne vois pas mon diaporama. Donc, je dois le partager moi-même. Vous pouvez le partager, ça a marché avec Cécile. Et si ça ne marche pas, on prendra le relais. D'accord. OK. Alors, je vais... j'avais pas... en fait, il suffit que j'ouvre ma présentation. Voilà. Donc, partager, c'est là. C'est bon, arrive. vous voyez le diaporama ? Ça arrive, les personnes en visio la voient déjà, et nous, ça ne va pas tarder. C'est parfait quand ça fonctionne. Donc là, c'est bon ? C'est bon. Super. Tout d'abord, merci à toute l'équipe de SOS Hépatite de m'avoir invitée. Donc, comme vient de l'indiquer Pascal, je suis vraiment très déçue. Je pensais au moment où j'ai reçu l'invitation que les données seraient prêtes. Elles ne le sont pas, mais elles vont l'être bientôt. Et effectivement, je m'engage à venir vous les présenter dans le cadre d'un nouveau webinaire. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement un peu la méthodologie, mais surtout comment l'enquête a évolué. Et c'est un peu comme une sorte de teaser, en fait, c'est pour vous expliquer ce que vous allez être en mesure de pouvoir avoir comme résultat dans les semaines, mois qui viennent. Donc, ça sera vraiment début 2024. Alors, l'enquête Coquelicot, elle est désormais portée par l'INSERM. Le promoteur est l'ANRS et elle se fait en collaboration donc avec Santé publique France sur la partie prévalence du VIH et des hépatites B et C et incidence du VIH et de l'hépatite C. Alors déjà, quelques éléments relatifs à cette enquête et pourquoi on a décidé de renouveler cette enquête en 2022-2023. Parce qu'en fait, l'enquête Coquelicot est la seule enquête de séroprévalence du VIH et des hépatites virales qui est basée sur des données biologiques et qui est menée en France et donc qui permet de... Alors, il y a d'autres enquêtes qui collectent des données biologiques, mais celle-là, par le biais de son plan de sondage, son plan de sondage complexe a la possibilité de donner des estimations de la séroprévalence du VIH et des hépatites concernant la population des usagers de drogue qui fréquentent les CARUD, les XAPA et les services en lien avec la question des addictions.
Donc, le fait que l'usage de drogue constitue aujourd'hui donc toujours la principale source des contaminations par le VHC dans un contexte de disponibilité d'étrode et d'antirétroviraux efficaces, a justifié de renouveler cette enquête en 2022-2023 pour mesurer en particulier l'accès au dépistage et au traitement. Donc, les objectifs de cette enquête, c'est d'estimer les séroprévalences du VIH et du VHC et de comparer des données biologiques avec des données déclaratives, ce qui nous permettra de mesurer la méconnaissance du statut par les personnes concernées, de mesurer la séroprévalence du VHB et la vaccination contre le VHB et d'estimer l'incidence du VIH et de l'hépatite C. Donc, dans le cadre de cette étude, les objectifs classiques de l'étude sont également de décrire les situations à risque liées à la consommation de drogue et au comportement sexuel chez les usagers de drogue vis-à-vis de la transmission du VIH et des hépatites et d'identifier leurs déterminants. Voilà. Alors, on a des nouveaux objectifs également pour 2022-2023. Et donc, c'est là-dessus qu'il me semblait important également de vous les annoncer parce que vous allez voir, l'étude a été complètement renouvelée et va permettre d'avoir un nombre d'indicateurs beaucoup plus important. Donc déjà, une des nouveautés de cette édition de Coquelicot, c'est qu'auparavant, on n'incluait que des usagers de drogue francophones. Et là, la population des usagers a évolué dans certaines villes et on a de plus en plus d'usagers qui ne parlent pas français, en particulier qui viennent d'Europe de l'Est, mais également de certains pays d'Afrique. Donc, et d'autres pays également, mais il fallait qu'on restreigne parce qu'on ne pouvait pas inclure toutes les langues dans le cadre de l'enquête. Donc, l'idée pour cette édition 2022-2023, c'est qu'en fait, on a inclus donc, des usagers de drogue qui sont nés à l'étranger et qui ne parlent pas français. Et on a un questionnaire qui est disponible en 5 langues, le français, l'anglais, l'arabe, le géorgien et le russe, qui correspondaient, lors de l'inventaire qu'on a fait des structures, aux langues qui étaient le plus parlées. On va pouvoir également construire la cascade de prise en charge du VIH et de l'hépatite C pour la population des usagers de drogue. Et donc ça va être fait par Santé publique France, à partir des données de dépistage, de prise en charge, d'accès au traitement, de guérison pour le VHC, de charge virale indétectable pour le VIH. L'idée également, c'est de mieux connaître la perception, l'accès et l'observance vis-à-vis des nouveaux traitements de l'hépatite C. On a également de nouveaux volets qui sont des volets sur l'accès aux mesures de réduction des risques, l'accès en matière de traitement agoniste opiacés, l'accès en matière de halte soins addiction, l'accès en matière de testing, et pas uniquement l'accès, mais également les difficultés d'accès et les nouveaux besoins. On a également un volet de l'enquête qui porte sur les discriminations et l'impact de la pénalisation des drogues sur les pratiques et les trajectoires des usagers. Et ça va nous permettre de documenter un certain nombre de discriminations auxquelles les usagers sont confrontés. On a un volet, par exemple, sur leurs relations avec la police, mais on a également un volet sur l'exclusion dans les soins. Et donc ça, c'est un volet nouveau et on avait beaucoup de données qualitatives sur cette question-là. On vient de terminer une enquête avec Médecins du Monde sur cette question-là à partir de données qualitatives dans 3 villes, Marseille, Lille et Paris, et ces données étaient très préoccupantes. Donc là, ça va être intéressant de pouvoir objectiver cette situation également avec des données quantitatives. On va pouvoir, dans cette nouvelle enquête Coquelicot également, décrire les trajectoires de migration des usagers de drogue qui arrivent en France. On a également un volet overdose, donc on va pouvoir documenter la prévalence des overdoses, les connaissances et l'accès aux moyens de prévention des overdoses. Et enfin, on a ajouté également un gros volet qui est un volet sur les troubles de santé mentale, suicide, dépression, trauma, psychose, qui sont des troubles de santé mentale auxquels est exposée la population des usagers de drogue, dans le but d'améliorer la connaissance des comorbidités psychiatriques. Et on pourra regarder également, faire des liens, regarder ce qui se passe chez les personnes qui sont contaminées également par l'hépatite C, parce que l'ensemble de ces volets pourront effectivement faire l'objet de croisements. Alors, en termes de méthodologie, la grande nouveauté aussi, c'est que auparavant, l'enquête, on la faisait dans 5 villes, Lille, Strasbourg, Paris, Bordeaux et Marseille.
aujourd'hui, enfin pour cette édition, elle a été faite dans 27 villes. Amiens, Annemasse, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Avignon, Athis, Mons, Cayenne, Clermont-Ferrand, Creil, Juvisy-sur-Orge, Lyon, Montreuil, Nantes, Nice, Nîmes, Matoury, Montfermeil, Montpellier, Saint-Denis, Saint-Laurent-du-Maroni, Roura, Toulouse. Donc, ces villes ont été définies avec les agences régionales de santé, qui sont des partenaires financiers de l'enquête pour cette nouvelle édition. L'enquête est également multisite, mais ça, c'était le cas déjà pour les éditions précédentes, puisqu'on recrute les personnes dans des structures de prise en charge des addictions et de réduction des risques. Du bas seuil au haut seuil. On a également recruté les personnes qui n'allaient pas dans des structures physiques, mais qui étaient en contact avec des équipes de rue. Donc, il y a une démarche de surveillance pour cette enquête qui est faite donc là en collaboration avec Santé publique France. L'originalité et les forces de l'enquête, c'est que on a un plan de sondage complexe, un échantillonnage de type time location sampling qui est combiné à la méthode généralisée du partage des poids, ce qui nous permet d'avoir des estimations qui ensuite peuvent être généralisées à notre population d'intérêt. On collecte des données déclaratives et donc avoir des éléments, non seulement des estimations fiables grâce aux données biologiques, mais également connaître la méconnaissance. On a une exhaustivité de la participation des structures à laquelle on a proposé de participer l'enquête, une bonne acceptabilité de l'enquête par les usagers, une prise en compte dans cette nouvelle édition de la diversité des populations en termes de régions. On a des régions très urbaines, des régions un peu plus rurales, et puis on a également cette nouveauté qui est la question des migrations. Et puis l'enquête, là, le questionnaire a duré 1 heure en moyenne. Alors, ça a eu un impact sur la participation, mais par contre, l'intérêt d'avoir ce questionnaire long, c'est qu'on a pu vraiment avoir des thématiques d'enquête qui sont très nombreuses. Alors, le critère d'inclusion, c'était toujours le même, c'est-à-dire tout usager de drogue ayant eu des pratiques d'injection ou de sniff, quelle que soit la substance, ou toute personne ayant fumé du crack au moins une fois dans sa vie et qui est âgée de plus de 18 ans et qui parlait une des 5 langues de l'enquête. Là, le terrain s'est terminé en mai 2023. On est sur les phases de nettoyage de la base de données et les premières analyses sont en cours. On a recruté 2125 usagers dans les 27 villes et dans 195 structures. Les structures donc, qui ont participé à l'enquête sont des XAPA, des CARUD, mais également tout service accueillant des usagers qui correspondaient aux critères d'inclusion. Donc, l'enquête couvre désormais 8 régions en métropole, mais nous avons également la Guyane. Et cette enquête a été répétée à 4 reprises. Donc, nous allons pouvoir également suivre les évolutions des prévalences et des pratiques des usagers, évaluer l'impact des politiques publiques de réduction des risques et de l'accès au traitement et à la prise en charge du VIH, VHC et VHB chez les usagers de drogue en France. Les apports du projet concernant les décisions publiques, ça va pouvoir être d'ajuster les actions de prévention des risques et de traiter leur impact. Les éditions précédentes des enquêtes Coquelicot avaient permis de mettre en évidence l'importance de la méconnaissance du statut VHC chez environ 1/3 des usagers de drogue, ce qui avait contribué au développement des TROD. 1/3 des usagers avaient réalisé leur dernière injection dans la rue lors de la dernière édition, ce qui avait contribué à la mise en place des salles de consommation à moindre risque et au choix de ces villes. Là, on a également dans cette nouvelle édition des données sur la dernière injection dans l'espace public. Et puis, voilà, des données, comme je le disais, dans le domaine de la santé mentale. Donc là, les recommandations pourront être beaucoup plus nombreuses. Et puis, lors de ces 2 éditions, l'enquête avait mis en évidence le poids de l'épidémie d'hépatite C chez les usagers et avait contribué à renforcer la vigilance des pouvoirs publics dans le domaine et le renforcement des mesures de réduction des risques. Donc, la connaissance actualisée des profils, des pratiques et de l'état de santé des usagers pris en charge dans les dispositifs de prise en charge des addictions et de réduction des risques. La prise en compte également désormais de sous-populations spécifiques particulièrement vulnérables comme les migrants permettra également d'ajuster des politiques plus globales dans le domaine médico-social. Et je pense par exemple à la question du logement. Donc, nous avons des données encore très préoccupantes sur cette dimension-là.
Et puis, la connaissance de la part des usagers sous traitement antirétroviraux permettra d'appréhender leur accès à ces traitements dans le but de renforcer, si besoin, les mesures d'accès à un traitement universel. Pour terminer, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe, donc tant à l'INSERM, à Santé publique France, au laboratoire de virologie de Tours, qu'au sein d'Ipsos, qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle édition. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile. Pardon, merci Marie. Mais je pensais, Cécile est normalement toujours avec nous. C'est la place aux questions maintenant. Pas beaucoup de questions. On va essayer de courir un peu après le temps, même si c'est pas possible. Je n'ai pas vu de questions à distance, mais surtout n'hésitez pas. Et si on est contraint par le temps, on répondra à vos questions dans un second temps, mais on y veillera. Et nous avons une question dans la salle. Oui, Michel Quettel de Guadeloupe. C'est une question pour Madame Brouard. Quelles sont les difficultés rencontrées pour obtenir des données épidémiologiques aux Antilles, s'il vous plaît? Alors, dans les DROM, alors on a des données qui sont des données qu'on obtient dans les laboratoires. Donc, on a des données comme dans les autres territoires sur le nombre de personnes testées, sur le nombre de personnes diagnostiquées positives, sur les taux de positivité. On a des données des structures qui participent à la surveillance. Par contre, effectivement, on n'a pas de données de prévalence pour les Antilles. Alors, c'est un sujet qui est complexe. On vient de passer une année à discuter en interne avec différentes institutions qui mettent en place des enquêtes dans ces territoires pour essayer de se greffer à des enquêtes réalisées par d'autres institutions. Alors, les difficultés auxquelles on est confronté, c'est des questions de faisabilité, tout simplement, puisque comme la prévalence des hépatites est relativement faible, ça suppose, pour pouvoir faire des estimations, d'avoir des tailles d'échantillons qui sont extrêmement importantes. Et l'autre difficulté par rapport à ces territoires, c'est qu'on a des expériences d'enquête sur d'autres pathologies qui montrent qu'on a des taux de participation qui sont beaucoup plus faibles dans ces territoires, et notamment quand il s'agit de faire un prélèvement biologique. Et donc, il faudrait finalement, pour chacun de ces départements, il faudrait pouvoir enquêter des dizaines de milliers de personnes pour pouvoir disposer d'estimations de prévalence. Donc, on a travaillé sur ce type de projet, mais c'est des projets qui ne sont pas faisables sur le plan logistique. Donc, on est en train d'essayer d'imaginer d'autres moyens possibles, mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus parce que effectivement, les travaux ne sont pas suffisamment avancés. Mais voilà, on est préoccupé, on réfléchit à des choses, on essaie de travailler dessus, mais voilà, c'est des difficultés vraiment techniques. Oui, Frédéric Chaffray pour le service expert hépatite de Strasbourg. Bonjour Cécile. J'ai une question. On a vu dans le diaporama effectivement une baisse du dépistage des chégides avec la crise Covid, et on voit que ça n'a pas remonté finalement au niveau de cela. Comment vous pouvez expliquer cela? Peut-être vous avez des petites analyses à nous partager par rapport à ça? Non, alors ce qui se passe, c'est que les données que j'ai montrées sur l'évolution du nombre de personnes dépistées, en fait, ce sont des données qui proviennent des rapports d'activité des Cégides. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur la période 2019-2022 puisqu'on a une baisse de participation des Cégides. Donc, on a moins de Cégides qui ont envoyé leur rapport d'activité entre 2019 et 2022. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas retrouvé le niveau. Enfin, voilà, on ne peut pas répondre vraiment sur ce point. Pascal Mélin, j'avais une question pour Marie. L'enquête Coquelicot, on l'attend avec impatience, bien sûr. On a fait largement le reproche historique, et vous l'avez corrigé, qu'elle avait lieu que dans des grandes villes. Sur le terrain, et je parle au nom des gens du CARUD qui sont dans la salle, on a vraiment l'impression que depuis quelques années,
il y a un fossé qui se creuse entre le toxicomane des villes et le toxicomane des champs, on va dire ça comme ça, sur l'accès à la réduction des risques et sur l'accès aux soins possibles. Est-ce qu'on va pouvoir avoir... Est-ce que tu partages cette analyse-là et est-ce que tu penses que la nouvelle enquête Coquelicot va pouvoir permettre de le dénoncer, de le montrer? Parce que je pense que derrière, on veut pouvoir s'en servir pour aller demander des modifications à nos financeurs, bien sûr. Alors, merci Pascal, c'est une excellente question. Donc, je ne suis pas certaine que l'enquête quantitative permettra voilà, d'être très précise sur cette question du milieu rural. On est en train d'analyser les données. On va certainement, à mon avis, mettre en évidence effectivement des disparités d'accès avec les zones semi-rurales qu'on a pu intégrer. Mais par contre, ce qu'on va faire très vite, c'est qu'en début d'année 2024, et on pourra d'ailleurs être en lien sur cette question-là si c'est un sujet qui vous intéresse à SOS Hépatite, autour de Coquelicot, on a la possibilité de mettre en place des enquêtes qualitatives. Et parmi les sujets sur lesquels on a choisi de travailler dans les semaines et les mois qui viennent, il y a la question du milieu rural. Donc, on va être en mesure de pouvoir aller dans certaines zones rurales qu'on pourra choisir avec les acteurs de terrain dont vous faites partie, choisir certaines villes pour lesquelles on irait explorer de manière beaucoup plus approfondie ce rapport aux mesures de réduction des risques et de traitement de l'addiction en milieu rural. Donc, on aura quelques données en quantitatif grâce à l'enquête Coquelicot, mais par contre, on va approfondir cette question dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, restons en contact pour travailler sur cette question-là. Super, merci beaucoup. Vous pourrez compter sur l'ensemble du réseau d'SOS pour vous fournir les données. Merci.